C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le constat de l'OMS, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a probablement commencé il y a quelques mois. L'Organisation mondiale de la santé parle d'un risque épidémique élevé au niveau national et régional et faible au niveau mondial. Quelles sont les mesures prises par les autorités? Extrait de l'interview avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias. Il était notre invité tout à l'heure. Le Niger a eu gain de cause face à plusieurs entreprises pétrolières chinoises qui opèrent sur son territoire. Niamey a renégocié ses contrats. Les travailleurs nigériens seront plus présents dans ces entreprises. Les détails dans un instant. Et puis le grand projet immobilier au Lac Rose au Sénégal. Un total de 10 000 logements doivent être construits par la multinationale égyptienne Casa Orascom dans le deuxième site touristique du pays. Un projet qui divise les réactions des riverains inquiets de l'impact sur l'environnement. À suivre dans un instant. C'est la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'OMS se dit préoccupée par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie. Faut-il s'inquiéter? Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, était notre invité tout à l'heure. Extrait de l'interview. Rappel, vous avez parlé des Kinshasa, c'est presque plus de 2000 km. Absolument. Dans la zone qui est bien géolocalisée, parce que parfois il y a aussi cette tendance à croire que c'est toute la République démocratique du Congo où on enregistrait deux cas, mais pour l'instant c'est bien localisé et il y a des dispositions qui sont prises pour que cela ne puisse pas se propager. Mais pour ce qui concerne justement la logistique, mais tout appui international et les bienvenus, parce que nous, au niveau du gouvernement, on a pris les dispositions qui sont les nôtres. Je crois qu'il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, de partenaires qui travaillent localement, qui ont aussi apporté des contributions. Et je pense que la mobilisation qui pourra se faire rapidement pourra aussi nous permettre de renforcer les équipes locales qui travaillent déjà, qui sont dédiées, qui connaissent les sujets, qui connaissent les réflexes, et c'est qui va nous permettre de contenir la propagation de cette épidémie. Alors concernant, là on parle de zones qui sont contrôlées par le gouvernement, mais concernant les zones qui sont contrôlées par le M23, je pense à Goma, à Bukavu, comment comptez-vous faire pour endiguer l'épidémie dans ces zones-là? Bon, écoutez, nous n'avons pas des cas enregistrés pour l'instant à Bukavu, mais sur le cas de Goma, c'est simple. Hein. Le Rwanda, en violation d'ailleurs du règlement international en la matière, a décidé de fermer sa frontière. Pour se protéger aussi. On se souvient. Non, on se protège. L'Ouganda aussi on ne se protège pas en fermant les frontières. On se protège en prenant des mesures. Ce n'est pas une maladie respiratoire. Nous avons connu par les passés plusieurs cas d'Ebola. Jamais on a fermé des frontières ou jamais on a pris des mesures. En Ouganda, c'est des mesures à la frontière. On a pris des mesures de confinement. Ici, nous avons, par exemple, pour parler des Goma spécifiquement, d'abord, l'aéroport est fermé. Nous avions ici, à Paris, le 30 octobre de l'année dernière, une conférence humanitaire. On sait que le Rwanda, le père et les fils M23 refusent tout appui humanitaire, donc aéroport fermé. Si d'aventure le Rwanda ferme la frontière alors qu'il pouvait plus faire le choix d'utiliser des mesures des santé publiques qui auraient pu permettre d'éviter la transmission, c'est la preuve en réalité qu'ils n'ont n'accorde aucune valeur ni à la sécurité, ni à la protection de nos populations qui sont là-bas. Et nous pensons que pour apporter une riposte efficace dans la partie, en tout cas... Donc vous n'avez aucun moyen de pouvoir intervenir? La question, ce n'est pas que nous n'avons pas de moyens d'intervenir. Nous pouvons intervenir de plusieurs moyens avec des partenaires. Mais regardez, si nous devons envoyer, par exemple, des experts à Kinshasa, ou si nous devons recevoir, parce qu'il y a un laboratoire INRB sur place à Goma, des tests pour faire des analyses approfondies, arriver à établir de souches. Le Niger a remporté son bras de fer face à plusieurs des entreprises chinoises qui opèrent sur son territoire dans le secteur pétrolier. Niamey a renégocié ses contrats. Parmi les points positifs, plus de personnel nigérien au poste de décision. La correspondance régionale d'Harold Girard. Selon les annonces du gouvernement, le Niger détiendra 45% des parts de WAPCO, une filiale locale de la multinationale chinoise, la CNPC, la China National Petroleum Corporation, qui est le plus grand géant du pétrole chinois opérant en Afrique. Selon ces mêmes accords, eh bien, dans cette filiale WAPCO, 60% des postes de direction devront être attribués à des salariés nigériens, contre environ 30%
maintenant, selon certaines sources locales. Et par ailleurs, hors du secteur du management, c'est 80% minimum de postes d'exécution plus classiques qui devront, eux, être attribués à des travailleurs nigériens. Une tendance imposée également au Niger à d'autres filiales locales de la CNPC et qui inspire les syndicats dans les pays voisins. Nous portons vraiment un regard admiratif de ce que le Niger vient de faire et nous espérons que le Tchad aussi peut emboîter le pas pour le bénéfice de tous. Hier, on pouvait dire qu'on n'a pas assez de cadres qui peuvent travailler dans le secteur pétrolier et qu'on a besoin des expatriés. Les accords peuvent prendre en compte les expatriés qui peuvent exercer dans le secteur pétrolier. Mais maintenant, je prends par exemple le Tchad. Le Tchad devient un réservoir d'intellectuels et des cadres compétents pour travailler dans toutes les industries, que ce soit pétrolière, minière et tout. Au Niger, qui produit officiellement 90 000 barils de pétrole brut par jour, mais également au Tchad, la Chine reste le partenaire privilégié dans le secteur pétrolier. Mais ces dernières années, les syndicats, les associations, mais également les représentants de la société civile ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'être un mépris de la législation locale de la part de ces entreprises chinoises. Au Soudan, une frappe de drone sur le marché de la ville de Roubaïch a tué 28 civils et fait des dizaines de blessés mardi. Une nouvelle frappe sur un marché alors que depuis le début du conflit, l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide multiplient les attaques sur des objectifs civils. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Les défenseurs des droits de l'homme qui nous ont annoncé que cette frappe avait été commise sont formels. C'est un drone de l'armée qui a tué 28 personnes et fait des dizaines de blessés. Et à ce moment-là, l'armée ne pouvait pas ignorer qu'il y avait de très nombreux civils à l'intérieur du marché de Goubiche. C'est un marché extrêmement important pour la région du Kordofan, qui est une région du sud du Soudan contrôlée par les forces de soutien rapide. Grâce à ce marché, des dizaines de milliers de personnes dans toute la région peuvent se nourrir. Alors, j'ai pu voir des vidéos montrant l'état du marché après l'attaque. On y voit sur le sol des dizaines de corps. Certains sont blessés, d'autres sont morts. On voit le marché qui a brûlé, ainsi que des véhicules des forces de soutien rapide carbonisés. Il y avait donc une présence des RSF au milieu du marché au moment de la frappe. Alors, ce n'est pas la première frappe contre un objectif civil depuis le début du conflit et encore moins au cours des derniers mois. Ces frappes se multiplient. Entre janvier et avril, 28 marchés ont été touchés par des frappes de drones, qu'elles soient effectuées par l'armée ou par les forces de soutien rapide, ainsi que 12 hôpitaux ont été attaqués par des drones qui sont désormais responsables de la majorité des morts chez les civils causées par le conflit, selon les Nations Unies, qui ont dénombré pas moins de 880 personnes tuées entre janvier et avril. Et il pourrait y avoir bien plus de morts puisque toutes les frappes ne peuvent pas être recensées. Et ces frappes, de plus en plus, elles sont organisées depuis l'étranger. L'Égypte, par exemple, accueille une base de drones qui permet des frappes contre les positions des forces de soutien rapide. Et plus récemment, l'armée soudanaise a annoncé que c'était l'Éthiopie qui avait autorisé des drones appartenant aux forces de soutien rapide de décoller depuis son territoire pour aller frapper le territoire soudanais. On en vient à la toute première affaire de la Cour pénale internationale visant un suspect libyen lié à des crimes commis après la chute de Mouammar Kadhafi. Les procureurs de la Cour pénale internationale ont décrit des abus atroces à l'intérieur d'une prison libyenne. Sur le banc des accusés, un ancien chef de détention surnommé l'Ange de la Mort. Clarisse Fortuné. On le surnomme l'Ange de la Mort. Khaled Mohamed Ali El-Ishri était à la tête de la prison Mitiga à Tripoli, organisant entre 2015 et 2020 des abus, des meurtres, des actes de torture et des violences sexuelles. Des témoins ont décrit les abus que Khaled El-Ishri et d'autres responsables de Mitiga ont infligés à ces femmes. On leur a tiré dessus. Elles ont été fouettées, suspendues au plafond, traînées par les cheveux, violées, attouchées et battues jusqu'à saigner. Leurs propres enfants ont souvent été témoins de ces violences. Les preuves montrent également que des mineurs ont eux-mêmes été battus, torturés, abattus et violés. La prison Mitiga a détenu des milliers de personnes sans base légale, les soumettant à des conditions inhumaines. Il existe des motifs raisonnables de croire que Khaled El-Ishri est pénalement responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. El-Ishri a été arrêté en Allemagne l'année dernière, puis transféré aux Pays-Bas en décembre. Il nie les accusations,
Mais si les charges sont retenues, le cas pourrait devenir le premier procès de la CPI consacré à la Libye, depuis que les Nations Unies ont saisi la Cour en 2011 pour enquêter sur les atrocités liées au chaos post-Kadhafi. La pose de la première pierre de la ville verte au Sénégal, un grand projet immobilier au Lac Rose, deuxième site touristique du pays à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale. Un total de 10 000 logements doivent être construits par la multinationale égyptienne Casa Orascom. Le projet soutenu par le gouvernement sénégalais est rejeté par une partie de la population des environs du lac. Elle dénonce les impacts environnementaux désastreux du projet. Sur place, les réactions divergent. Écoutez-les au micro de notre correspondant Elie Mandao. Le projet Ville verte s'inscrit précisément dans cette vision, celle d'une ville intégrée, capable de concilier développement urbain, préservation environnementale et inclusion sociale. Le lancement des travaux va générer de nombreuses opportunités pour les jeunes dans le secteur des bâtiments, des services, du commerce, de la logistique et des activités connexes. Le site qu'ils ont choisi pour faire ces 18 000 logements, ce n'est pas adéquat pour l'environnement de Lac Rose, pour l'économie touristique, mais tout simplement pour le cadre de vie de la population de la commune de Niagatouane-Peul. Parce qu'on sait l'importance de la bande de Filao, l'importance de ce site, le Lac Rose, un site aussi naturel. On ne peut pas accepter quand même qu'ils nous installent ici presque 18 000 logements pour des constructions qui vont impacter l'environnement. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Doussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.